Bien chers amis, bien chers jeunes amis, nous avons lu un communiqué hier à la fin de la messe de la Divine Miséricorde pour annoncer que nous commencions une grande neuvaine de semaine du 19 avril au 19 juin. Pourquoi cette neuvaine ? Pour apporter notre modeste contribution à la demande de plus de 50 000 Français à nos évêques pour consacrer la France au cœur de Jésus et de Marie. Chaque jour, nous vous proposerons un enseignement de 10 à 15 minutes pour découvrir ou redécouvrir l'identité de la France. Comme je le disais hier, Saint Jean-Paul II, dans son avant-dernier livre « Mémoire et identité », nous a donné cet important enseignement. Pour connaître l'identité d'une nation, il faut connaître sa mémoire. La mémoire est donc le fondement solide pour l'identité de notre nation. Nous rappellerons au début juin les deux grandes questions de Saint Jean-Paul II à la France lors de son premier voyage dans notre pays, donc cela fait 40 ans, en 1980. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Première question. France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ? Et je rappelle encore ce que je disais hier, en conclusion de ce communiqué. Cette grande neuvaine n'a pas pour but de faire grandir en nous un nationalisme orgueilleux, ce serait bien stupide, mais un profond repentir pour nos infidélités et un grand désir en vue de la conversion de la France, afin que, humblement, la fille aînée de l'Église redise oui à la fidélité aux promesses de son baptême, oui à la mission que Dieu lui donne, être éducatrice des peuples pour le bien de l'homme. Aujourd'hui, nous commençons par répondre à cette question. Qu'était notre pays avant la Gaule romaine ? Notre pays est habité depuis de très nombreuses années. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, donc je m'appuie sur Jean Sévillia, qui a écrit un livre à la gloire de la France. Et donc Jean Sévillia dit qu'en Europe, sur les 180 grottes abritant des fresques rupestres, une dizaine se trouve en Italie, une dans l'Oural, et tout le reste dans le sud-ouest de la France et le nord-est de l'Espagne. Pourquoi ? Nul ne le sait, dit Jean Sévillia. En 1991 a été découverte la grotte Cosquet près de Marseille, et en 1994, à 30 km de Saint-Pierre-de-Colombier, a été découverte la grotte Chauvet à Vallon-Pont d'Arc. 4000 ans avant Jésus, apparaissent, nous dit encore Jean Sévillia, ce que l'on appelle les mégalithes, donc ceux qui travaillaient les grosses pierres. Ils ont édifié des dolmens et des menhirs, surtout en Bretagne. Vers 2700 avant Jésus-Christ, le territoire actuel de la France abrite 1 million d'hommes. Et 1000 ans avant Jésus-Christ, on en compte 5 millions. Ils sont des éleveurs, des agriculteurs, ils défrichent les forêts, ils construisent des villages. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les Celtes. L'arrivée des Celtes s'effectue progressivement et le brassage de population entre les Celtes, les peuples mégalithes et autres peuples se déroule de manière globalement harmonieuse. Les deux peuples, celtes et mégalithes, ont des coutumes communes
et un mode de vie similaire. Bien que les Celtes aient développé une société bien plus hiérarchisée et codifiée. Les mégalithes étaient des païens qui vénéraient les éléments, l'eau, le feu, le soleil par exemple. Les Celtes, eux, avaient des dieux auxquels ils vouaient un culte beaucoup plus organisé. Jean Sévillia dit que pendant des millénaires, les Celtes ont campé dans les steppes d'Asie centrale. Peu à peu, ils se sont dirigés vers l'ouest, sans doute poussés par d'autres peuples. Ils ont longtemps stationné dans le territoire actuel de l'Autriche, où l'on retrouve des vestiges de leur civilisation. Ils ont poursuivi leur migration jusqu'en Espagne. On les retrouve en Italie du Nord, comme sur le territoire de la France. Les historiens grecs ont appelé ces peuples les Celtes. Les historiens romains ont appelé ces Celtes qui vivaient dans notre pays les Gaulois. Dans l'imaginaire national, écrit Jean Sévillia, les Gaulois occupent une place à part, en raison du rôle d'ancêtre commun à tous les Français que le XIXe siècle leur a fait jouer et en raison de la figure de Vercingétorix. Et qui ne connaît pas les aventures d'Astérix et d'Obélix? Mais l'archéologie, dit Jean Sévillia, a totalement transformé notre regard sur les Gaulois qui n'ont jamais formé une unité. Oui, ils sont des guerriers redoutés, mais ils ne passent pas tout leur temps à faire la guerre. Ils continuent le travail de défrichage et de culture accompli par les populations qui les ont précédés. Ils ont façonné le paysage rural qui perdurera jusqu'à nos jours. Ils ne vivaient pas au fond des forêts dans des huttes. Tout cela, c'est de la légende. Les campagnes gauloises sont quadrillées de champs, les fermes peuvent être distantes d'1 kilomètre ou plus. Les Gaulois sont aussi des artisans. Ils vendent aux Romains de l'étain, des lainages, du blé, des salaisons, du bétail, des chariots, et ils achètent aux Romains de l'huile et du vin. Nos Gaulois ont inventé le tonneau. Notons encore qu'après leur arrivée sur notre sol, les Celtes représentent moins de 10% de la population de notre pays qui va s'appeler la Gaule. Donc, lorsqu'on parle de nos ancêtres les Gaulois, il faut que nous soyons prudents, parce que 10% de 8 millions, ça ne fait que 800 000. À la veille de la conquête romaine, en effet, 8 millions d'habitants peuplent déjà la Gaule. Et ces 8 millions de Gaulois vont édifier avec les 100 000 colons romains ce que l'on appellera la société gallo-romaine, cette société qui va être évangélisée par les premiers évangélisateurs dont nous parlerons dans 2 jours. Notre pays va connaître alors une grande prospérité pendant 3 siècles, jusqu'aux grandes invasions des barbares. Jean Sévillia dit que la Gaule forme un nœud d'échange avec la Grande-Bretagne, les pays d'au-delà du Rhin, l'Espagne et surtout la Méditerranée et l'Asie. On appelle la Galilée on peut dire le carrefour des nations. On pourrait aussi appeler la Gaule carrefour des nations. En conclusion, les historiens disent que la culture celtique a été quelque peu laissée de côté par la société gallo-romaine. Il faut dire
que le mode de vie véhiculé par les Romains offrait de nombreux avantages, l'organisation d'une société bien structurée, une qualité de vie indéniable, les thermes étaient dédiés à l'hygiène et au bien-être, les théâtres assuraient le divertissement de la population. Voilà, je vous ai fait un résumé qui ne vient pas de moi. Je me suis servi surtout, je vous dis, du livre de Jean Sévilla. Il y a d'autres livres que l'on peut parcourir. J'espère que ces petits enseignements journaliers ne vous ennuieront pas trop, parce que l'histoire m'a ennuyé pendant longtemps, quand j'étais dans le secondaire, donc je ne suis pas un fanat de l'histoire. Mais en même temps, il est important que nous comprenions tout ce qui a été le développement dans notre pays pour arriver à ce qu'aujourd'hui nous appelons la France. Comprenons que la mémoire d'une nation est plus riche que ce que l'on croit. Nous constatons bien aujourd'hui que nous sommes tous français, mais chaque région a ses caractéristiques propres, son accent, sa culture. L'unité de la France n'est donc pas l'uniformité. Il faudra que nous nous interrogions tout au long de notre neuvaine pour nous dire quelle est donc cette unité. Comment se fait-il que des Bretons qui sont si différents des Alsaciens, que des Méditerranéens qui sont si différents des gens du Nord, puissent former une nation unie? Eh bien, on le verra petit à petit. Il est évident que ce qui fait l'unité d'une nation, c'est la poursuite de valeurs communes et de valeurs qui ne sont pas des valeurs superficielles, mais qui sont ce qu'on appelle les valeurs non négociables. Et c'est cela qui, peu à peu, va permettre à des hommes marqués par des cultures différentes d'édifier une nation unie, la Gaule d'abord, la Gaule romaine ensuite, et puis la France. Voilà, donc nous commençons aujourd'hui cette expérience. Rassurez-vous, je ne ferai que 2 fois pour permettre aux frères et aux sœurs de pouvoir travailler leurs interventions. Et nous essaierons avec vous de mieux découvrir ce qui fait notre nation. Et que cela nous aide aussi à mieux comprendre l'importance de revenir aux racines de notre nation et particulièrement aux racines de la France.